Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides, une occasion pour davantage s'intéresser à ces écosystèmes vitaux pour la survie de l'humanité. Audience à l'Assemblée nationale, le président de l'institution a reçu la présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Au menu des échanges, les préoccupations relatives à l'élection présidentielle. À Cotonou, il y a eu présentation de vœux du Nouvel An. Le maire Luc Atrokpo en a profité pour dévoiler son plan stratégique quinquennal de développement. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h. 50 millions de francs CFA, c'est le montant cotisé par les membres de la communauté des cadres des fils et filles de la ville de Ouidah. Ils ont remis le chèque au chef de l'État pour l'accompagner dans le paiement de la caution pour l'élection présidentielle. La cérémonie de remise de chèque a eu lieu ce mardi. Nous reviendrons sur cet élément au cours de ce journal. Mais en attendant, sachez mesdames et messieurs que le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience la présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Fatouma Batokozoso a présenté au président Louis Vlavonou le groupe national de réponse électorale. Les préoccupations relatives à l'élection présidentielle ont également été abordées. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin a mis en place un mécanisme de prévention de la violence électorale. Alors ce mécanisme vise à prévenir ces violences avant, pendant et après les élections. Nous avons éprouvé le besoin de rencontrer le président de l'Assemblée nationale parce qu'elle constitue une autorité qui a de la voix et qui est identifiée comme des personnes pouvant prévenir, participer à la prévention de la violence électorale. Nous, notre mécanisme nous permet d'être informés de tous les 77 communes du Bénin sur des aspects ou sur des sources de conflits qui pourraient négativement impacter le processus électoral. Alors, ce mécanisme qui a été mis en place depuis le 25 septembre 2020 a déjà travaillé. Nous avons partagé avec le président de l'Assemblée nationale les points positifs que nous avons notés dans le processus, dans l'environnement social du Bénin, les points négatifs que nous avons aussi analysés dans le processus et dans l'environnement social du Bénin pour que, au niveau de l'Assemblée nationale, la solution qui peut être apportée à ces problèmes que nous avions identifiés. La situation sociopolitique du Bénin à quelques mois de l'élection présidentielle préoccupe le cadre de concertation des confessions religieuses. Les responsables de ce creuset ont rendu public une déclaration au siège du médiateur de la République à Porto Novo. Ils appellent toutes les couches de la société à jouer leur partition. Le cadre de concertation des confessions religieuses CCCR, en sa séance ordinaire du samedi 30 janvier 2021, a procédé à une analyse pointue de la situation sociopolitique, économique et culturelle de notre pays. Au thème de cette assise, le CCCR rend public la déclaration et recommandations ci-après. Considérant les différentes réformes engagées par le gouvernement de la rupture
pour sortir le peuple béninois de la précarité et du sous-développement, considérant votre ténacité, votre audace, votre ferme volonté de bannir à jamais les questions de malgouvernance et de l'impunité, considérant votre détermination à poursuivre sans faille votre ligne politique à travers le PAG qui est la boussole de votre gouvernement, considérant les réformes courageuses et judicieuses que vous avez entreprises dans tous les secteurs, et notamment dans le secteur agricole, qui ont permis à notre pays d'occuper le premier rang en Afrique dans la production cotonnière. Le CCC exprime son satisfait à vous-même et à votre gouvernement pour avoir réussi à relever de nombreux défis qui ont toujours freiné notre développement. La jeunesse du parti Union progressiste dans le département du Zou sensibilise depuis quelques jours les populations de la commune de Kovey. Au menu, les nombreuses réalisations du gouvernement. C'est à travers une projection qui a eu lieu en présence du ministre en charge de la Défense nationale, Théodore Gandieko d'Orcastito. Nous voici à la centrale thermique dual fuel de Maria-Gleta 2. Les secteurs de l'eau, de l'énergie, des infrastructures routières dans le département du Zou ont connu des améliorations considérables dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Cette projection foraine, initiée par la jeunesse progressiste dans la commune de Kovey, présente de long en large les nombreux chantiers réalisés. Nous constituons le relais du gouvernement pour aller expliquer aux populations ce que le chef de l'État et son gouvernement ont fait pendant les 5 ans qui sont en train de finir. Pendant ces 4 week-ends d'audience foraine de projection du compilé des réalisations du gouvernement du Patrice Talon, nous nous sommes rendus compte de ce que les populations sont en phase avec les options de développement du chef de l'État Patrice Talon. Nous retenons quand même que tous les recoins du pays ont été pris en compte dans les réalisations. Chacun dans la spécificité de ce qui était le retard de son développement. Les populations des 9 communes du département du Zou sont désormais au même niveau d'information. Les nombreuses réalisations du gouvernement de la rupture forcent l'admiration. Les grands piliers de la macroéconomie ont été rétablis. Désormais, ce pays-là sera autosuffisant en production d'énergie. Le réseau routier s'est densifié et c'est une route d'une qualité vraiment à toute épreuve. L'eau, c'est la vie. Qui apporte l'eau, apporte la vie, apporte le bien-être et apporte la santé. La troisième chose, c'est le développement du numérique qui permet d'insuffler un développement endogène. La jeunesse progressiste du Zou ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Des projections foraines sont prévues dans tous les arrondissements que compte le département. Qui produit 127 MW. Je vous l'annonçais dans les titres. Présentation de vœux du Nouvel An à la mairie de Cotonou. C'est une initiative du conseil municipal. Occasion pour le maire de la ville de dévoiler son plan stratégique quinquennal pour le développement de Cotonou. Rebecca Kendiaronde, compte rendu. Nous nous attelons à achever l'élaboration de notre plan stratégique. 12 axes prioritaires pour redorer l'image de Cotonou et faire de la ville l'une des capitales les plus rayonnantes, dynamiques et sécurisées de l'Afrique de l'Ouest. Luc Setonji Atrokpo dresse un ambitieux plan stratégique de développement. En face, des membres du gouvernement, ambassadeurs, maires, élus municipaux, préfets, députés, partenaires financiers et techniques. Un programme d'amélioration de la mobilisation des ressources propres, un programme d'assainissement des ressources financières et d'amélioration de la qualité des dépenses, un programme d'embellissement de Cotonou à travers un projet de lutte contre l'affichage sauvage, un programme d'amélioration de l'accès aux services sociaux de base à travers un projet d'appui à l'éducation des écoliers et élèves, un programme de réalisation d'infrastructures stratégiques à travers un projet de construction des points de recharge pour les voitures
électriques, la construction des toilettes publiques. Un programme d'amélioration de la mobilité urbaine à travers un projet de modification du plan de circulation, un programme de dynamisation de l'administration municipale en vue de sa dématérialisation, un programme de promotion de l'entrepreneuriat à travers le projet de l'animation saisonnière du marché des créateurs et des start-up de Cotonou, le soutien aux entreprises dans leurs démarches pour rencontrer des clients potentiels sur la scène nationale et internationale, la participation de la ville de Cotonou et d'acteurs clés de son économie aux événements internationaux à Cotonou et à l'étranger, l'accompagnement des start-up. À tout ceci s'ajoute un programme sport, art, culture, un programme de renforcement des capacités de la police municipale pour la sécurité et la sûreté de la ville, un programme de participation citoyenne à travers des appels à projets en direction des communautés. Puis, un programme de mise en place des outils de communication, tant à l'interne qu'à l'externe de la mairie, pour informer et susciter l'adhésion citoyenne. Une ambition assortie de feuilles de route. Nous aurons besoin de discuter et d'harmoniser les points de vue et les démarches relatives au plan stratégique, surtout dans le domaine des compétences partagées, avec des ministres sectoriels du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, que nous ne remercierons jamais assez pour les nombreux projets d'envergure qu'il consacre à la ville de Cotonou. Le dernier en date, et dont les travaux vont démarrer très bientôt, c'est l'échangeur de Védocor, évalué à 18 milliards mobilisés grâce à la coopération bénino-japonaise. Le projet est déjà en cours de finalisation. À terme, il sera approfondi entre les différents acteurs impliqués afin de mobiliser les ressources nécessaires pour sa concrétisation. 50 millions de francs CFA, c'est le montant cotisé par les membres de la communauté des cadres des fils et filles de la ville de Ouidah. Ils ont remis le chèque au chef de l'État pour l'accompagner dans le paiement de la caution pour l'élection présidentielle. La cérémonie de remise de chèque a eu lieu ce mardi. Les précisions de Jérôme Hungbo, Jean Nombimé et Patrick Belengue. La communauté des filles et fils cadres et faiseurs d'opinion de Ouidah accompagne Patrice Talon dans sa course pour la candidature à l'élection d'avril prochain. Par ce chèque de 50 millions de francs CFA, elle vient témoigner toute sa satisfaction des œuvres accomplies durant le quinquennat et son souhait de le voir rempilé. Le dépôt de candidature, c'est entre le 1er et le 4. Nous espérons que ce chèque que nous allons vous remettre aujourd'hui servira à déposer effectivement la candidature. Mais au-delà de ça, nous savons que le chèque ce n'est qu'un symbole, mais nous avons également envie de vous exprimer un certain nombre de choses qui constituent notre engagement à vos côtés. Vos frères de Ouidah renouvellent par ma voix leur engagement à vos côtés pour cette si belle dynamique insufflée et qui propulse résolument le développement de notre nation, le Bénin. Très heureux, content et satisfaits de vos œuvres, nous sommes et restons mobilisés pour savoir vous accompagner tout le temps. C'est bien pour cela que sous le vocable « Ensemble, finissons le job », nous nous sommes réunis le 15 août dernier pour vous lancer cet appel auquel vous avez répondu favorablement. Nous vous remercions pour tous les sacrifices consentis. 5 années vous ont suffi pour donner la preuve que notre peuple peut aspirer à la grandeur. Vous avez retourné à ce peuple sa dignité, vous avez restitué à la jeunesse l'espoir. Vous êtes le président de la jeunesse. Et je sais personnellement combien ça vous préoccupe de savoir si la jeunesse a une juste perception de votre action. Parce qu'on ne le dit pas assez, la jeunesse de ce pays est en réalité la vraie bénéficiaire de votre gouvernance. Cette caution sonne aux yeux de Patrice Talon comme une invite à mieux faire s'il continuait aux plus hautes fonctions de la nation. Je suis fier d'être votre fils. Vous savez combien je suis fier d'être votre frère. Vous
combien je suis fier d'appartenir à cette communauté et combien je voudrais tout faire, donner le meilleur de moi-même pour mériter votre confiance, pour mériter votre fierté à mon égard. Cette démarche, au-delà de la valeur matérielle qu'elle comporte, est également pour moi le signe de la fierté, de la confiance, mais surtout la manifestation de votre exigence d'une sortie honorable à la fin. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction mutuelle et d'échanges conviviaux. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, c'est la journée mondiale des zones humides. À l'occasion, la rédaction s'intéresse un peu plus à ces écosystèmes importants pour la survie de l'humanité, mais très souvent perçus comme des espaces inutiles. Jean-Claude James, Igor Ayosa. Roueto, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'une des nombreuses zones humides du Bénin. Un véritable compagnon de Coco Voltaire, ce maraîcher qui totalise 26 ans de métier. Ça, c'est très bon. L'eau qui est à côté là, c'est un avantage pour nous d'avoir de l'eau à côté. Sans l'eau, on ne peut rien faire. En clair, l'eau est le facteur déterminant des zones humides. Elles sont parmi les milieux les plus productifs et jouent plusieurs rôles. Vous savez, les zones humides, par prédilection, c'est des zones où il y a de l'eau. Et tout le monde sait que l'eau, c'est la vie. C'est des zones qui jouent un grand rôle dans le cycle de l'eau. Vous prenez par exemple les prairies. Les prairies jouent le rôle d'amortisseur. C'est grâce aux prairies qu'en temps de pluie, vous avez le stockage d'un maximum d'eau et en temps de saison sèche, il y a l'eau qui est restituée. Vous avez par exemple aussi les roselières. Les roselières, des endroits par prédilection qui jouent le rôle de filtre. Et des endroits où vous avez des plantes, n'est-ce pas, aquatiques, qui participent énormément à l'épuration de la qualité de l'eau. Vous avez les lagunes. La lagune de Cotonou par exemple. Ces lagunes-là et des écosystèmes qui jouent le rôle important, n'est-ce pas, de bouclier vis-à-vis de la submersion marine. Donc, c'est vous dire quoi? Que les écosystèmes qui existent, les écosystèmes aquatiques de façon générale, jouent un grand rôle dans la vie. Berceau de la biodiversité biologique, les zones humides au Bénin sont encore la cible de nombreuses menaces. Aujourd'hui, au Bénin, il faut dire que les zones humides sont menacées par la pollution anthropique. Je n'en veux pour preuve que le lac Nokoué, qui est un lac aujourd'hui qui est menacé par toute forme de pollution. La pollution organique, la pollution chimique, la pollution microbiologique. Parce qu'on a pensé qu'on peut déverser les déchets dans le lac, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas bon. Ce lac aujourd'hui constitue un réservoir de protéines animales pour le sud du Bénin. Vous voyez, vous prenez par exemple le lac Aémé. Dieu merci, nos autorités ont commencé par assainir ce lac, par interdire la prolifération des acadias sur ce lac. C'est vrai, c'est bon, mais il faut aller loin. Il faut aller loin jusqu'à ensemencer, n'est-ce pas, ce lac pour qu'il puisse continuer à nourrir les populations qui vivent autour de lui. Donc l'état des lieux des zones humides, c'est un état des lieux mi-figue, mi-raisin, mais aujourd'hui, c'est déjà bon que l'État prenne en charge les situations. Je nous demande de faire un effort pour aménager les zones humides. Il y a beaucoup de services écosystémiques qu'on peut développer autour des zones humides. Est-ce que vous savez qu'il y a des oiseaux aquatiques qu'on ne retrouve que dans les zones humides? C'est réel. On peut faire du tourisme. Des zones humides servent de voies de navigation. Dans beaucoup de pays, on se déplace à travers sur les fleuves, sur les lacs, etc. Donc, c'est vous dire quoi? Que les zones humides sont des zones qui nous réservent beaucoup de services écosystémiques et nous devons essayer de tendre vers le développement de ces services écosystémiques. Une autre source de richesse à ne pas négliger et à gérer autrement, car la gestion de ces zones naturelles constitue un enjeu mondial depuis l'adoption de la Convention de Ramsar le 2 février 1971.
Et puisque nous parlons des zones humides, sachez que la communauté internationale a retenu comme thème pour la journée cette année, zone humide et l'eau. Quel est le message contenu dans ce thème? Voici les explications du spécialiste en aménagement environnemental et qualité de l'eau au micro de Jean-Claude James. Les zones humides sont des zones qui demandent, n'est-ce pas, d'être sauvegardées, d'être protégées, parce que c'est des écosystèmes fragiles. Et cette année, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour commémorer cette édition est intitulé Zone humide et l'eau. Pourquoi zone humide et l'eau? Zone humide et l'eau, tout simplement parce que vous ne pouvez pas avoir des zones humides quelque part et ne pas avoir de l'eau dans vos robinets. Partout où vous avez des zones humides, vous êtes sûr d'avoir de l'eau. Parce que c'est de l'eau qui reste dans cet écosystème pour lui donner le nom de zone humide. Donc, on nous demande aujourd'hui de faire beaucoup attention aux zones humides parce qu'elles participent à la vie, parce qu'elles nous donnent, n'est-ce pas, l'eau dont nous avons besoin pour vivre. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé ce mardi au lancement des travaux de validation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent au Bénin. La cérémonie a eu lieu à Cotonou. Les détails de Osenia Déléqué et de Simon Villon. Créer les conditions optimales favorables à la stabilité du Bénin, au renforcement d'une paix sociale durable et à l'amélioration de la sécurité humaine. C'est l'objectif de cet atelier de validation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent. Suite à nos efforts respectifs, la meilleure récompense collective et même individuelle, selon le degré d'implication de chacun, réside dans la bonne qualité de cette stratégie nationale. En la matière, je pense personnellement qu'il importe que nous profitions de cette dernière occasion de réflexion, en groupe plus élargi, pour nous assurer de l'exactitude du diagnostic stratégique conformément au contexte national, de l'adéquation entre les stratégies et les défis identifiés et finalement de l'opérationnalité des axes stratégiques préconisés. Ce document va contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité. Le gouvernement a, dans son programme d'action, opté pour le renforcement de la sécurité intérieure et de la défense du territoire par une protection adéquate des biens et des personnes. C'est dans ce cadre qu'à l'issue de l'atelier d'élaboration de la feuille de route pour la formulation de cette stratégie qui a eu lieu à Grand Popo les 18 et 19 septembre 2019, 2 consultants ont été recrutés et ont présenté respectivement le 2 juillet et le 23 octobre 2020 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique la note de cadrage devant conduire leurs travaux ainsi que le projet de rapport de diagnostic stratégique. Après l'atelier de définition de la vision et de la formulation des axes stratégiques qui s'est tenu les 26 et 27 novembre 2020, toujours à Grand Popo, ils ont rendu disponible le projet de document final de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et ses plans d'action en tenant compte des recommandations et autres observations issues des travaux. C'est donc pour soumettre à votre appréciation ces différents documents en vue de leur validation que le présent atelier est organisé. Les travaux vont durer 2 jours et vont permettre désormais à l'État béninois, dans sa politique, de renforcer la sécurité intérieure et de la défense du territoire par une protection adéquate de biens des personnes. En mer, la manœuvre des forces navales au Bénin a pris fin par un exercice. Les hommes engagés dans l'exercice ont montré aux chefs militaires présents leur savoir-faire. Ghislain Koguet et Daniel Ada nous en disent plus. Dernier jour de la manœuvre maritime Espadon. Les autorités militaires béninoises sont en mer. Elles sont allées constater la capacité des différentes spécialités de la marine à manœuvrer ensemble. Les hommes ont-ils assimilé les leçons? Ont-ils eu les bonnes réactions face aux situations rencontrées? Le matériel a-t-il répondu convenablement? L'adjoint du chef d'état-major des forces navales béninoises fait le point de la manœuvre. Les objectifs que nous nous sommes assignés
sont atteints dans la mesure où le personnel s'est effectivement entraîné. Nous avons pu tester la limite de nos personnels, les capacités opérationnelles de nos matériels. Et donc, globalement, nous pouvons tirer la conclusion que nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. Le chef de la division opération de l'état-major de la marine, la main armée de la marine béninoise en matière de conception, rentre ici dans les détails de l'exercice, au dernier jour de la manœuvre. 4 scénarios essentiels ont été joués. Au nombre de ces 4 scénarios, ce jour, nous avons eu le dernier qui est la libération d'une plateforme. La libération de cette plateforme a vu la marine mettre en exergue 3 types de personnel. Premièrement, le personnel navigant. Deuxièmement, les fusiliers pour les actions coup de force en mer. Et troisièmement, le personnel SAR, c'est-à-dire recherche et sauvetage en mer. Ce qu'on attendait de nos hommes, on a vu. Mais le travail de la mer, c'est un travail qui évolue constamment. Nous avons retrouvé des failles et ça, c'est l'homme. Nous allons continuer de travailler pour corriger ces petites erreurs qui existent pour que nous soyons toujours performants, que nos hommes se mettent au diapason des autres camarades, des autres marines. La conduite des opérations rassure le niveau politique qui coiffe l'opérationnel. Et ce que nous venons de voir nous rassure de ce que les forces navales béninoises, aujourd'hui la marine nationale, s'apprêtent au quotidien à sécuriser l'espace maritime du Bénin afin de favoriser le développement des flux logistiques, puisque vous savez que l'économie béninoise repose en grande partie sur les activités portuaires. Plus sûr est un port, plus important son trafic. L'état-major des forces navales béninoises a fait de la base navale de Cotonou et de ses hommes une redoutable arme de défense des côtes béninoises en organisant de façon régulière des exercices pour la sécurité et la sûreté sur les côtes et installations portuaires du Bénin. À Porto Novo, des hommages ont été rendus à un grand acteur de la vie politique du Bénin. Il s'agit de l'inspecteur Dossou Goras Kaglozon, décédé le 27 novembre 2020. Il a été conduit dans sa dernière demeure à Atiémé. Ses proches retiennent de lui l'image d'un homme intègre, doté de plusieurs valeurs. Brice Rongbo et Firmin Bassao ont suivi la cérémonie d'hommage au lycée Béanzin de Porto Novo. Lycée Béanzin de Porto Novo, la dépouille mortelle de l'inspecteur d'allemand Dossou Goras Kaglozon est accueillie avec honneur. Professeur certifié d'allemand au lycée Béanzin pendant plus de 20 ans, il a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite en ce même lieu. C'est donc à juste titre que toute l'administration du lycée s'est mobilisée pour rendre un hommage mérité à cet homme aussi combattant que valeureux. Nous sommes fiers, mesdames et messieurs, d'avoir connu un être de rigueur extrême, de principes qui ne transigent aucunement avec les bonnes mœurs. Allons-nous pleurer une si vaillante âme qui a réalisé et accompli son destin? La réponse, je crois que c'est non. 117 ans, m'a-t-on dit, est son âge. 117 ans de parcours, 117 ans de combat dans maintes domaines, surtout au lycée et ailleurs bien sûr. Goras Dossou Kaglozon est un homme qui est au carrefour de toutes les disciplines puisqu'il les a toutes pratiquées. Sport, art, éducation, politique, économie, si je peux citer celle-là. Ce n'est pas parce que nous sommes ses enfants que nous le voyons si grand. En réalité, Goras Dossou Kaglozon est non seulement un enseignant, c'est-à-dire quelqu'un qui transmet un savoir, mais surtout un éducateur, c'est-à-dire une personne conduisant ou influençant la formation de l'enfant et de l'adulte. Il ne s'est pas seulement investi dans l'éducation. Outre son engagement dans un processus d'unification du mouvement syndical en milieu enseignant, Dossou Goras Kaglozon est un passionné de la politique. Président du parti PS Bélier et membre fondateur de la Convention patriotique des forces de gauche en 2012, il incarne l'amour, le rassemblement. Il est aussi ardent patriote et combattant hors pair. Rassemblement parce que lorsqu'on se retrouve, si
Cabral Ganglozou n'est pas encore là. Tout le monde cherche à savoir quelles en sont les raisons. Et lorsqu'il apparaît tout de suite, on dit Fofo Mitowa, on l'appelle Fofo Mito. Celui qu'on qualifie de guerrier porte dans son génotype toute une tradition guerrière du peuple Adja qu'il a toujours gardée comme une boussole. Écrivain et passionné pour la formation des jeunes, il est également initiateur du semi-marathon de Porto Novo, connu sous le nom Semapo. Move Africa s'est classé numéro 1 sur l'Internet mobile au Bénin pour l'année 2020. Ainsi en a décidé un baromètre indépendant qui repose sur les évaluations des utilisateurs eux-mêmes. La cérémonie de remise de distinction a eu lieu en début de soirée hier lundi à Cotonou. Voici le compte rendu proposé par Nicanor Kovi et Patrick Nimava. Move Africa bon élève, Move Africa premier de la classe au Bénin. Et c'est NPF qui le dit. La société lyonnaise spécialisée dans les tests de débit a décerné à l'opérateur GSM la palme de la meilleure performance Internet au cours de l'année 2020. La société NPF que je représente ce soir aura toujours l'œil pour que l'année prochaine, vous ne descendiez pas de votre piédestal parce qu'il serait fort embêtant que l'on me demanda d'aller remettre pareil prix à une autre institution. Donc je vous invite à redoubler d'efforts pour garder le rang qui est le vôtre. À Move Africa Bénin, on ne boude pas son plaisir face à ses honneurs, quand bien même ces lauriers en rajoutent à la pression liée à l'exigence des clients d'une qualité de service irréprochable. C'est le fruit d'une longue travail d'équipe et de planification, d'investissement. Il va mettre la pression sur les équipes de Move pour qu'ils puissent doubler davantage les efforts, pour donner de leur mieux et pour sauvegarder, non pas pour sauvegarder cette célébration, mais pour faire d'être l'année prochaine au podium avec le meilleur réseau de Bénin. Move Africa numéro 1 sur l'Internet mobile au Bénin pour l'année 2020. De l'avis des responsables techniques de l'opérateur GSM, il s'agit d'une palme décernée en toute transparence par le baromètre indépendant NPF. Move Africa a été désigné meilleur opérateur Internet mobile Bénin 2020 par NPF grâce aux tests réalisés par les utilisateurs. Ces tests permettent de mesurer le débit, la facilité de navigation et la facilité de streaming sur le réseau de chaque utilisateur. Et donc c'est totalement transparent et c'est pertinent. Et ce n'est pas seulement pour le Bénin que le baromètre est publié. Le baromètre est publié pour tous les pays où la quantité de mesures est suffisante pour être représentative. Un changement de nom au 1er janvier et une distinction internationale avant la fin du même mois. Tout va si vite à Move Africa Bénin, un réseau qui ne connaît décidément aucune limite. Dis non à l'échec, c'est une nouvelle œuvre qui a été lancée, un ouvrage dans lequel l'auteur redonne espoir à une jeunesse sans repère. Gislain Koga et Loïc Koudogbo pour les détails. Dis non à l'échec est une œuvre autobiographique qui montre pourquoi et comment combattre le pessimisme et garder la foi en l'avenir. La foi en l'avenir malgré les difficultés. Si vous lisez ce livre, vous n'aurez pas envie de rater de lire les livres de ce genre. Et si je l'ai écrit, c'est parce que finalement, j'ai compris que il y a de ces millions de personnes autour de moi et partout qui devront d'une certaine façon se donner le principe ou cette décision plutôt de mettre fin à leur vie. Ne pas mettre fin à sa vie et se réarmer psychologiquement pour avancer, c'est une façon de dire non à l'échec. J'ai la certitude que les jeunes béninois trouveront à travers ce ouvrage tout ce qu'il faut, toutes les motivations qu'il nous a données, toutes les motivations qu'il a mis à notre disposition avec beaucoup d'énergie afin qu'ils puissent aussi réussir. Et je sais
que ce livre contient aussi assez de clés de succès. Une œuvre qui parle des réalités contemporaines de l'auteur, qui présente au grand jour les difficultés qu'il a dû affronter et les combats qu'il a dû mener quand il a dit non à l'échec. Moi j'ai lu la partie qui parle de l'auteur, qui parle du fait qu'il a voulu se suicider, qu'il a failli se suicider, et je pense que c'est un phénomène aujourd'hui qui mine vraiment notre société. Et lire ce ouvrage aujourd'hui va permettre à la jeunesse de comprendre qu'il y a quand même une seconde chance. Epiphane Senou, par cette parution, veut dire aux jeunes que le succès est possible, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la complexité des situations présentes. Au Royaume-Uni, les Londoniens sont soumis à une opération de dépistage du variant du coronavirus. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel défend le démarrage plus lent de la vaccination. En Russie, les forces de l'ordre ont arrêté les partisans de l'opposant Alexei Navalny. La compilation est signée Robert Copin-Edor. Au Royaume-Uni, des habitants du quartier londonien de West Ealing sont dépistés pour le variant du coronavirus apparu en Afrique du Sud. Au total, l'opération dépistage massif a été lancée dans 8 zones de l'Angleterre après la découverte de 11 cas de variant. Depuis la détection des premiers cas de ce variant au Royaume-Uni en fin décembre, le gouvernement a interdit toutes les liaisons aériennes directes depuis l'Afrique du Sud et a fermé ses frontières aux arrivées en provenance d'une trentaine de pays jugés à risque. À ces restrictions doit s'ajouter prochainement l'instauration d'une quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les voyageurs en provenance de ces pays à qui l'entrée sur le territoire britannique ne pourrait être refusée, notamment pour les résidents britanniques. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a défendu ce lundi le démarrage plus lent qu'ailleurs de la campagne de vaccination contre le Covid dans l'Union européenne, alors que les critiques fusent contre Bruxelles, mais aussi son propre gouvernement. La chancelière allemande a dans le même temps réaffirmé que tous les Allemands adultes, soit 73 millions de personnes, se verraient proposer une vaccination d'ici la fin de l'été. L'Union européenne a négocié pendant très longtemps sur la question de la responsabilité. Les chiffres seront donnés par le ministère de la Santé. On peut dire que notre promesse de pouvoir offrir un vaccin à chaque citoyen d'ici la fin du 3e trimestre, donc d'ici la fin de l'été, tient toujours. En Argentine, le stade de River Plate à Buenos Aires a été transformé en centre de vaccination contre le Covid. Du personnel médical privé reçoit la première injection du vaccin russe Sputnik. La police russe arrête des partisans d'Alexei Navalny qui demandent sa libération alors que l'opposant au Kremlin se défend devant la justice d'avoir violé un contrôle judiciaire. Poutine est un voleur et un meurtrier et je veux que Navalny soit libre. D'abord, ils ont tenté de l'empoisonner, maintenant ils veulent le mettre en prison. Ce n'est pas juste de détenir une personne illégalement. Je ne veux pas que cela continue de se produire dans mon pays. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à cela, donc je suis venu ici pour apporter mon soutien. Interrogé sur la situation de l'opposant russe Alexei Navalny lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian faisait le constat d'une dérive inquiétante de la part de Moscou et réclame sa libération immédiate. Les arrestations arbitraires, collectives, préventives, qui ont été mises en œuvre le week-end dernier et le week-end avant en Russie sont parfaitement inacceptables. J'ai déjà eu l'occasion de dire que nous faisons le constat, mais vous venez de le faire, d'une dérive autoritaire inquiétante de la Russie. Et c'est aussi le constat que nous faisons s'agissant de l'arrestation arbitraire de M. Navalny en janvier dernier, qui a suscité la mobilisation de la population russe que vous évoquez. Nous demandons sa libération immédiate. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu.
dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.